Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Dans la troisième mi-temps du Middle, nous connaissons la première équipe qui s'est qualifiée pour la finale de cette Coupe du Monde 2023. Il n'y a pas eu de surprise, même loin de là. Vu le score, la Nouvelle-Zélande jouera bien la finale de ce Mondial 2023. Les All Blacks sont imposés, ont écrasé l'Argentine 44-6 sur la pelouse du Stade de France, 7 essais à 0. Il n'y a pas eu photo, comme on pouvait s'en douter malheureusement. Avec moi sur le plateau pour débriefer cette rencontre pendant un peu moins d'une heure, Clément Labonne. Salut Clément. Salut Vincent, salut à tous. Et tout en jaune, tout de jaune vêtu, ce vendredi soir, c'est Maxime Gutiérrez. Salut Max. Salut Vincent, salut tout le monde. Voilà, Max qui sera chargé aussi des questions, tout ça comme d'habitude, vous connaissez le principe. Messieurs, je l'ai dit, malheureusement ou heureusement pour les Néo-Zélandais, il n'y a pas eu photo, on pouvait s'en douter. 7 essais à 0, 44-6, on était pas loin du record de cette demi-finale qui est de 49-6 en 1987. Bon, on a vite compris qu'il allait jouer la finale, Clément. Ouais, même si les Argentins ont mis les 3 premiers points de la rencontre, on s'est dit dans la rédac que voilà, peut-être l'exploit allait être possible. Puis l'Argentine, le problème c'est qu'ils n'avaient pas Lionel Messi, donc pas de finale de Coupe du Monde, pas de victoire finale. Non, que dire, moi j'ai pronostiqué 37-10 je crois dans ces pronos Rugby-Rama, bon j'étais à un essai près, même si Bonga a laissé échapper pas mal de points, heureusement pour les Argentins on va dire. Que retenir, Jordi Barrett qui a été énorme, Marc Taylor qui a été énorme, Jordan qui était opportuniste et qui a mis son petit triplé. Et puis voilà, en 50 minutes c'était plié. Puis maintenant les Blacks, ils attendent dans le canapé pour voir qui des Anglais ou des Sudaf vont les rejoindre à Paris. Ouais, c'est vrai qu'on parlera des joueurs qui ont frappé fort, il y en a eu plusieurs, on a envie de ressortir les 15 Néo-Zélandais presque, parce que on verra les notes Rugby-Rama, il n'y a pas beaucoup de joueurs à noir qui ont loupé leur match ce soir, au contraire des ciels et blancs. Alors c'était compliqué, forcément le contexte, par exemple on pense au remplaçant, quand tu rentres et qu'il y a 44-6, je ne sais pas ce qu'on te demande, honnêtement, à part de limiter la cage jusqu'à la fin du match. Mais c'est vrai que Max, ces Néo-Zélandais, faut jamais inquiéter de suite, oui. Clément le dit presque en souriant. Ils ont mis 3 premiers points les Argentins, mais bon, directement essai après, puis ça a déroulé. Puis l'essai d'Aaron Smith en début de deuxième mi-temps, mais fin complètement suspense complet. Les 10 premières minutes de deuxième mi-temps, ils prennent 2 essais avant la 50e. Là, on se dit que ça peut vraiment faire cher à la fin. Mais non, les Argentins, ils ont existé. Ils ont marqué un premier, ils ont existé les 20, 25, 30 premières minutes. Parce que franchement, au début, quand même, ils ne s'échappent pas trop. Il y a des séquences de jeu où ils sont quand même pas mal. Et ils ne sont pas non plus au score à 20, 25 ou 30 points. Donc, ils existent une demi-heure et c'est ce qu'on attendait ce soir. On ne va pas se le cacher. Là, on débriefe un match qu'on avait déjà vu avant qu'il commence, quoi. Pas autant, je pense pas autant. Ouais, pas autant. Il parlait de son prono. Moi, le mien, c'était 49-10. Je pense que je suis dans les clous en termes d'écart. Je ne suis pas bien loin. Moi je m'attendais à ça, franchement je m'attendais à des Blacks qui étaient montés en puissance à des sommets face à l'Irlande et face à une Argentine qui, même si elle est arrivée en demi, et bravo à elle, nous a jamais vraiment rassurés, nous a jamais vraiment ébahis sur cette Coupe du Monde. Donc non, la demi-finale qu'on attendait, qu'on n'aurait pas aimé voir, franchement je suis un peu triste de voir ce genre de match en demi-finale de Coupe du Monde. On en parlait tout à l'heure, ça rappelle un peu les demi de top 14 de Sané et de Saint-Sébastien. Alors bien sûr Angleterre-Afrique du Sud ça s'est pas joué, mais c'est vraiment ça, parce que toute la semaine on a dit, alors le premier on s'était pas trompé, mais on savait qu'il y avait qu'il y a 2 équipes sur le papier qui sont largement au-dessus des deux autres. Les 2 autres ont juste profité entre guillemets, elles ont bien fait, elles auraient pu ne pas y être, mais d'un tirage au sort beaucoup plus clément. Et au final, la logique est respectée sur cette première demi-finale, ça fait 44 points. Pour les Argentins, c'est dur quand même si au final de leur Coupe du Monde, on ne retiendra pas grand-chose. Les Argentins, c'est malheureux. Le quart de finale, un quart d'heure au quart de finale du Pays de Galles. Et c'est vrai que sur ce match, la logique, t'as existé demi-heure, comme tu l'as dit, il y a 12-6. Ouais. Et puis après, fin de première mi-temps, début de seconde, après on avait juste à attendre la fin du match pour arriver sur le plateau et envoyer la Rugby-Rama, quoi. Ouais, c'est clair. Le seul regret peut-être, c'est que ni Lavagny ni Kremer n'ont mis un énorme coup de tête. Ils ont pris un carton jaune en carton rouge. C'est peut-être l'un des seuls regrets de cette rencontre. Mais bon, je pense que les dirigeants de l'ASM, de l'ASM Clermont-Verne doivent être contents, puisque ni l'un ni l'autre sont blessés ou ont pris de rouge. Donc, voilà, ils n'ont jamais vraiment mis en danger, pas de créativité dans le jeu. En fait, à l'inverse des Blacks, ils ne sont jamais vraiment montés en gamme. Le premier match, ils se font ouvrir contre les Anglais, alors qu'ils jouent à 15 contre 14 pendant 75 minutes. Et voilà, on parlait du plafond de verre de l'Irlande en quart de finale. L'Argentine, c'est la même chose en demi, troisième élimination. Et puis troisième élimination sèche, quoi. C'est-à-dire que ce soit en 2007, en 2015 et aujourd'hui, jamais il devait passer.
Ouais, mais ils sont là à chaque fois. Ils sont là à chaque fois. Enfin, à chaque fois, ça fait 2 des 3 dernières compétitions où ils sont dans le dernier carré. C'est quand même, on peut le souligner aussi pour une nation. On va pas dire. En soi, ils ont fait un meilleur parcours que la France. Complètement, oui. Voilà. Non, après, on en parle avant l'émission. C'est oui, si le tirage est clément, ils vont en demi-finale. Après, il y a toujours ce plafond de verre. On en parlait avant le match. Ils n'ont jamais gagné d'équipe sud-américaine en phase finale de Coupe du Monde, par exemple. Ils ont toujours perdu contre de l'hémisphère sud, tu voulais dire, sud-américaine. Jamais gagné d'équipe, jamais gagné d'équipe de l'hémisphère sud en phase finale de Coupe du Monde. 2007, tu gagnes l'Écosse. L'Écosse en 2007, c'était encore plus faible qu'aujourd'hui. Tu vois, tu avais juste un tirage clément parce qu'ils avaient fait l'exploit contre la France, c'est vrai, en poule. Et c'est vrai que ces Argentins, oui, ils sont là avec leurs supporters et encore qu'on n'a pas trop entendu du coup ce soir qui n'étaient pas trop nombreux. On n'aura pas trop longtemps sur l'ambiance, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce plafond de verre qui les différencie aujourd'hui des 4 nations grosses. Il n'y en a que 2 en demi-finale par le tirage, tout ça. L'Argentine, c'est 2 crans en dessous et les All Blacks. Parce qu'on pouvait penser aussi que les All Blacks allaient se relâcher. Je sais pas ce que tu as, parce qu'ils ont fait quand même tourner. C'est quand même fou de se dire qu'à la 55e en demi-finale de Coupe du Monde, tu peux te permettre de sortir Aaron Smith qui est plutôt jeune, Sam Cane qui serre la main à l'arbitre. Merci, au revoir. Moi j'ai fait le job. J'attends samedi prochain. Ça peut être un gros avantage quand même pour la suite, ça, pour les Néo-Zélandais. Bah bien sûr. Puis faut pas oublier que ils ont fait un premier énorme match contre la France, match d'ouverture. Après la phase de poule on la connaît, c'était très tranquille. Comme vous le disiez, contre l'Irlande, c'était un sommet d'intensité énorme. Et ce match, il arrive finalement à point nommé parce qu'ils ont pu reposer leurs mecs. Là, ils ont un jour de plus. Un jour de plus, ouais. Bah ouais, par rapport à ça peut quand même compter. On parle beaucoup de physique, ça peut compter. Après, demain, ça risque de taper un peu plus. J'ose espérer que demain, ça va être un peu plus serré, un peu plus longtemps. Donc ouais, ça peut compter ce que tu dis. Mais ouais, puis ils ont l'expérience. On va peut-être en parler, mais Sam Whitelock, c'était sa 4e demi. Un record. Demi-finale. Ça sera sa 3e finale. Ils ont des mecs, Aaron Smith, Dan Coles, les frères Barrett. Ils sont là où ils devraient être. Mais pour voir un peu plus large, Max, on disait avant le match aussi, il y a ces All Blacks qui ont passé des moments, des mois compliqués quand même ces dernières. Ils ont perdu la série contre l'Irlande qui n'avait jamais gagné en Nouvelle-Zélande. Les Argentins aussi étaient allés gagner en Nouvelle-Zélande. C'était un peu un cataclysme pour le rugby néo-zélandais. Et contrairement à, je pense en premier lieu, à la France aussi, dernièrement, il y a des All Blacks hors Coupe du Monde et il y a des All Blacks en Coupe du Monde. Parce que l'équipe n'a pas forcément changé, mais c'est des mecs qui, contre l'Irlande, il faut qu'on se surpasse, on va faire le match qu'il faut, on va gagner. Vous ne nous voyez pas favoris, nous les premiers, moi le premier en tout cas, je les voyais en dessous des 3 Irlande, Afrique du Sud, France. Pas de souci, mais les Irlandais ils sont à la maison et les Argentins sur le papier on est largement supérieurs, on va pas se relâcher, on va leur en mettre 40. Au moins, pas de blessés, tout ça, tout est parfait, quoi. Pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est que c'est pour moi trop facile de dire que les All Blacks étaient morts avant la Coupe du Monde, tu vois, parce qu'on les a vite enterrés. Je trouve qu'on s'est trompé sur ça. Beaucoup de gens les sortaient de leur on avait 4 favoris identifiés, Afrique du Sud, France, Nouvelle-Zélande et Irlande, mais je trouve qu'on avait surtout un trio identifié et qu'on laissait les All Blacks un peu de côté. Moi, je suis pas trop d'accord. Non, tu trouves pas? Non, on avait tendance à les zapper un peu quand même. Je trouve pas parce qu'on a tous vu les matchs d'ouverture quand même. Alors, avant on en reparlera. Attention, avant. Oui, mais même pas non, parce que tu arrives, tu te dis les Néo-Zélandais, sont pas des énormes favoris en dessous des 3 autres. Le premier match d'ouverture contre la France, alors oui, il leur manquait Sam Cane, Jordi Barrett, il leur manquait du monde, Shannon Frizzell dont on va parler, qui est énorme. Mais le match, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur d'effectif. Si tu as 2-3 mecs qui se pètent, t'as pas trop de profondeur d'effectif, ça tient pas à la distance, ça craque complètement en deuxième mi-temps contre la France. Oui. Le premier match n'était pas forcément rassurant. Avant le match contre l'Italie, c'est les Néo-Zélandais qu'on attendait. Après, oui, là, j'accepte qu'ils se sont surpassés, que depuis quelques semaines, ils ne nous surprennent pas, mais c'est vraiment les gros Néo-Zélandais. C'est ça qui m'étonne un peu dans l'analyse qu'on va faire et que j'ai l'impression que les gens font déjà de cette équipe du All Black. On a l'impression qu'ils sont un peu là par surprise parce que ils se sont surpassés sur 2 matchs. Pour moi, ils ont juste retrouvé. Peut-être que le vrai problème qu'il y avait, c'était leur niveau d'avant, qui était à ce moment-là où ils n'étaient pas à leur niveau. C'est pas en ce moment qu'ils sont pas à leur niveau qu'ils surperforment, c'était avant qu'ils surperformaient clairement. Donc tu vois, là ils ont juste retrouvé, et Clément l'a dit, tu l'as dit, ils ont des joueurs. Sam Whitelock, 3e finale de Coupe du Monde, quand c'est la demi, lui c'est comme un samedi soir pour nous, quoi. Il sait ce que c'est, il n'y a que des joueurs qui savent ce que c'est. Donc moi ça m'étonne vraiment pas de les revoir là. Ça me fait même vraiment plaisir en tant qu'amateur de rugby. On a toujours envie de voir les All Blacks à leur meilleur niveau parce qu'on sait que c'est l'équipe qui sera toujours l'équipe à battre. C'est l'équipe à battre. Qui fera rêver.
On s'est amusé dans la rédac à disant à un moment donné, putain, mais c'est les All Blacks là, quand ça jouait bien un petit peu, la phrase qu'on dit tout le temps. Et là, là, on a vraiment retrouvé les All Blacks. On espère les voir en finale, que ce soit l'Angleterre en tout cas, ou les Box, ça fera dans tous les cas un sommet du rugby. Voir le Haka en finale, c'est toujours spécial. Ouais, c'est top de les revoir là. Et moi, ça m'étonne pas. T'en parlais, le match d'ouverture, les 40 premières minutes, si on bascule à moins 10, moins 15, on va pas refaire le match. Justement, ils n'avaient pas ce côté tueur. Tu vois, qu'ils ont maintenant. Peut-être. Tu vois, aujourd'hui, les Irlandais, ils ont marqué les premiers points, première occasion, essai, Nouvelle-Zélande. Avant la mi-temps, dernière occasion, il faut tuer le match, essai. Première action de la deuxième mi-temps, essai. C'est des tueurs. Et même à la fin, on a rigolé presque, mais à la 80e, les mecs, ils relancent. C'est-à-dire que c'est des mecs, moi j'ai l'impression qu'il y a un mois, ils auraient tapé en touche, tu vois. Il y a un mois, voilà, on a gagné, c'est bien. Ouais. Là maintenant, ils relancent, alors qu'on disait, si tu pètes un mec important, t'es le sexuel, tu leur dis, mais les gars, vous faites quoi? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. D'un côté, ils ont été vexés qu'on les voit un peu si bas, parce que quand t'es à Nouvelle-Zélande, t'es toujours favori. Et même quand t'as quelqu'un devant toi, t'es un peu vexé, je pense. Ils ont passé l'Irlande, qui était, je pense, dans leur tête le plus dur. Parce que voilà, aujourd'hui, oui, ils en ont mis 40, mais je pense comme les Français, comme les Sud-Africains, le plus dur, c'était le quart de finale. Ceux qu'ils avaient pu prévoir quelques semaines auparavant. Et maintenant, c'est les gros Néo-Zélandais qu'il va falloir faire le match. Les Irlandais parlé des matchs parfaits, ils l'ont pas fait. Mais que ce soit l'Angleterre ou l'Afrique du Sud, pour taper cette équipe, va falloir y aller pendant 4 minutes. Bah, surtout que, il y a un mois, je crois que les Box, ils ont mis 35 points au Black. Je pense que ça aussi, ça doit être dans la tête, voilà. Si jamais les Box y passent. Mais Et les Anglais, tu auras la demi-finale 2019 au Japon où il n'y avait pas eu match. Donc forcément, la source de motivation pour les Néo-Zélandais, quelle que soit l'équipe, elle sera un peu trouvée. Ouais, non, mais ce qui est bon de rappeler, c'est qu'il y a un an, donc il y avait évidemment cette série contre l'Irlande. Et on était déjà à la rédaction, on avait déjà analysé cette série. Et Ian Foster était énormément critiqué, la presse néo-zélandaise voulait sa tête, Sam Cade était énormément critiqué. Peter O'Mahony avait dit d'ailleurs de lui que c'était un Richie Mako 2, entre parenthèses merde. Voilà, enfin on savait pas vraiment où ces Blacks allaient. On avait eu plusieurs anciennes gloires néo-zélandaises qui s'étaient confiées dans Midi Olympique, notamment Richie Mako et même le sélectionneur, Ian Foster, où on leur posait des questions, mais est-ce que vous serez prêts en fait? Et c'est marrant parce que les deux ont répondu une réponse drôle. Ils disaient, vous inquiétez pas, on sera peut-être pas là contre la France, mais on sera là là où ça comptera. Et au final... non mais... tu vois, ça me fait penser à voilà. Ça me fait vraiment penser, on l'a dit pendant je sais pas combien de temps, ça fait 4 ans que le mandat Galtier a commencé et on faisait que dire est-ce qu'on n'est pas prêt trop tôt, est-ce qu'on n'est pas prêt trop tôt, est-ce qu'on n'était pas prêt trop tôt et eux ils sont pas prêts au bon moment. Trop tôt, voilà, c'est pour ça, je dis il y a des équipes de Coupe du Monde, tu vois. Il y a des équipes de Coupe du Monde, il y a des joueurs de Coupe du Monde. La série contre l'Irlande, tu la perds, t'as perdu chez toi. C'est dramatique parce que c'est un pays qui n'a pas l'habitude de connaître ça. Mais à la fin, s'il y a leur nom sur le trophée Webb-Ellis, ils vont en perdre tous les ans. Puis, si la semaine prochaine ils gagnent, aller demander aux supporters néo-zélandais ce qu'ils en pensent de la série contre l'Irlande. Ils s'en foutent complètement. Tu vois, et c'est ce côté-là où les Européens, alors bien sûr sur le terrain, ils sont au-dessus de tout, mais c'est ce côté-là où les Européens, ou par exemple, tu vois, t'as vu à Middle il y a 2 heures, est-ce qu'il faut vite gagner le tournoi pour oublier? Je manque pas de respect au tournoi. Mais je préfère gagner une Coupe du Monde et gagner aucun tournoi. Non mais c'est pareil, tu vois, en 2022 on l'a fait les grands chelems, regarde où on est aujourd'hui. Bien sûr. Les Anglais, alors oui, ils ont eu un bon tirage, ils en ont pris 50 pendant le tournoi. Ils sont en demi-finale de Coupe du Monde, ils te sourient au visage. Et ils ont raison. Au bout d'un moment, je trouve qu'il y a des joueurs qui arrivent plus facilement à faire le tri de ce qui s'est passé avant, même si c'est du mauvais, pour se mettre en mode Coupe du Monde, en mode phase finale, en mode... Tu réceptionnes pas une chandelle, tu prends un essai, tu rentres chez toi. Tu vois, je caricature un peu, mais c'est comme ça. Et puis même physiquement, moi c'est vraiment physiquement où ça me saute aux yeux, j'ai l'impression. Alors peut-être que le match de ce soir est un peu trompeur parce que les All Blacks n'avaient pas besoin de tout mettre pendant 80 minutes pour être au top. Mais j'ai pas du tout vu, comme l'équipe de France, un crash complet à la 60e ou à la 65e, physiquement, mentalement, comme ça. Même si c'est encore une fois, c'est pas le même match, c'est pas le même contexte. Mais tu vois, j'ai l'impression que les Blacks sont prêts maintenant. Et là aussi, je trouve qu'en Europe, on parle trop de l'âge des joueurs. Pour paraphraser un grand joueur de foot, tu me parles pas d'âge, mais c'est pareil quoi. Parce que Boden Barrett, on disait avant le début de la Coupe du Monde, il est un peu vieillissant, on l'a bien à l'arrière, tout ça, il est très fort. Samuel Whitlock, on en parle. Brody Retallick, il avait joué 12 buts avant d'arriver. Mais c'est des mecs, ils se sont un peu transformés. Aaron Smith, tout ça, parce que c'est des vrais champions. Tu vois, voilà, grand joueur, grand match, c'est la vérité. C'est ce qui porte cette équipe. Et ce soir, les patrons, comme face à l'Irlande, ils ont répondu présent. Dans cette Coupe du Monde, ils répondent présent. Et on s'avance pas trop, mais tu sais qu'en finale, tu vois mal passer complètement à travers, tu vois. Alors peut-être qu'ils seront battus, hein, mais tu vois, je pense pas qu'il va y avoir des conneries comme des coups de pied dévissés, tout ça. C'est des mecs, pour les battre,
faut vraiment faire le match parfait parce qu'il ne te faut aucun cadeau. C'est ça. Si, peut-être face au Perche, où Monga a laissé beaucoup de points. Et je pense que, un peu à l'instar des Box en tout début de mondial, quand ils n'avaient pas Pollard, là on sent vraiment quand même que les Néo-Zélandais n'ont pas de buteur extrêmement fiable. Dan Carter leur manque, je pense. Beaucoup. Ça a tout de même été le problème de Bonan Barrett, même quand c'est lui qui butait. Même si c'était le meilleur joueur du monde, on disait toujours c'est un buteur par défaut, c'est pas un grand buteur. C'est peut-être leur faille principale, on va dire aujourd'hui. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup quand même. Il va falloir se les taper. Ouais, parce que si c'est que ça, j'ai envie de te dire. Parce que voilà, vous êtes le sélectionneur de l'équipe qui va affronter les Néo-Zélandais, vous vous dites quoi? Quel secteur les All Blacks vous ont paru un peu prenables? Pas la mêlée parce qu'ils ont fait faire 3 mètres à l'Argentine. 3 mètres à l'Argentine, 3 pénalités récoltées contre l'Irlande, qui était considérée la meilleure mêlée du monde. Andrew Porter, il est Covid, mais bon, il s'est fait tordre. Non, mais dans quel secteur tu te dis faut quand même un peu appuyer parce que oui, il n'y va pas à mêler, tu vois, typiquement en touche, ils ont perdu, je crois, un ballon. Moi, je les ai pas trouvé impériaux sur les ballons hauts encore une fois ce soir. Ils ont été corrects sans plus. Les Argentins ont vraiment fait leur match sur ça. Je trouve que les Box qui nous ont vraiment dominés sur cet aspect du jeu et qui le maîtrisent à la perfection vont certainement appuyer encore une fois sur ça. Moi, c'est un peu ce que j'identifierais offensivement pour les Box. Après, c'est compliqué. Là, franchement, quand tu vois cette équipe des Blacks, je suis pas sûr que de toute façon, que ce soit les Blacks, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les Box, à l'approche d'une finale, je pense que ton plan de jeu, il est quand même assez clair, même si tu changes 2-3 petites choses en fonction de ton adversaire. On connaît le style de ces équipes-là et c'est toi qui vas essayer d'imposer ton style à ton adversaire, donc je suis pas sûr qu'elle change grand-chose. Mais c'est sûr qu'identifier des failles chez les Blacks, ils sont mieux placés que nous pour les faire, pour les sélectionneurs des équipes qui auront en face, mais je trouve ça difficile. Quoi. Surtout dans un match comme ça. Voilà, t'as pas l'impression que l'Argentine a eu la qualité et la capacité de te montrer quelques défaillances néo-zélandaises qui ont été, parce que quelques chiffres au plaquage, tu vois, par exemple, typiquement, les All Blacks n'ont pas eu à forcer leur talent, tu vois, 49 plaquages manqués du côté des Argentins, 73% de réussite, on en parlera après, mais 14 défenseurs battus que pour Marc Téléa. Les Néo-Zélandais, c'est facile à calculer, il a battu tous les Argentins, alors il a dû en battre quelques-uns plusieurs fois, mais voilà, vous m'avez compris, 638 mètres parcourus ballon à main pour les All Blacks, 638 mètres. Honnêtement, on a fait quelques émissions, on regarde toujours les stats, dépasser 600 mètres, c'est énorme. Et en soi, quand on voit le match, on comprend vite parce qu'à chaque fois qu'il prenait le ballon, on en a parlé pendant le match, t'as l'impression que le premier plaquage argentin était toujours manqué. C'est-à-dire il y avait un plaquage manqué, ça avançait et le mec il le mettait au sol, mais c'était en grande difficulté. Et forcément, tu avais un roulement comme ça où tu passes dans la machine à laver. Quoi. Tu lèves pas les yeux, sauf au moment d'être sous tes poteaux en train de te dire bon, ben, on va en reprendre un. Quoi. En fait, ils ont beau réussir les plaquages si tu as des Rieko Ioane ou des Barrett qui passent après contact. Et si tu as après des Dan Coles ou des Taylor, pareil, qui font des chistera, ça devient vite chiant. on sait le jeu, à quel point le jeu de mouvement des Blacks est réputé. Donc, en fait, il suffit même pas de plaquer aux jambes. Il faut limite plaquer assez haut pour les bloquer, mais en même temps, si tu plaques trop haut, tu t'exposes à des pénalités. Donc, pendant que Max parlait des points peut-être entre guillemets faibles des Blacks, peut-être, moi je me dis, si l'Afrique du Sud passe, dans le jeu au sol, ils peuvent vraiment les châtier comme ils ont châtié le 15 de France et vraiment ralentir à fond leur libération, parce qu'Aaron Smith il fait toujours des passes à 1000 à l'heure. Et voilà, si tu as des Vermeulen, des Dutoit qui font le ménage, ça peut ralentir, et la demi-seconde que tu gagnes, au final, ça peut permettre peut-être à des mecs de te replacer, mais c'est peut-être l'un des seuls aspects, et les ballons hauts. Ils font cette faute, les Blacks aujourd'hui, tu vois, je regardais, c'est quand même dans un match qu'ils ont maîtrisé de bout en bout, ça commence à faire un petit peu. Les Argentins étaient à 10, il me semble. Ça a dû être mise à jour parce que moi j'avais 10 à 6. 10 à 7, moi j'ai. Donc tu vois, il n'y a pas un écart abyssal. C'est à la 82e, je suis bête. Tu vois, il y a des fautes comme Scott Barrett qui fait une faute vraiment bête. Mais tu vois, encore une fois, c'est compliqué à analyser parce qu'ils sont peut-être pas au summum de leur concentration, ils jouent pas à 130%. Scott Barrett, attention, il avait déjà fait quelques bêtises. Il avait pris 2 rouges, il avait pris un rouge qui aurait pu le priver d'image d'ouverture. Il avait joué au final, on avait un peu dit c'est un peu bizarre qu'il puisse jouer. Tu vois, sur la discipline, je pense qu'il y a quand même 2-3 trucs là c'est le côté Black, je pense essayer d'être un peu plus disciplinés. Et sur une finale de la Coupe du Monde contre Anglais ou Box, ça peut coûter cher, des petites fautes bêtes comme ça dans un match. Tu penses qu'il peut manquer un peu de lucidité? Bien sûr, il y a la fatigue qui s'y met, au bout d'un moment, il reste humain. Mais on avait un débat pendant qu'on regardait le match, tous ensemble, c'était est-ce qu'un match comme ça vraiment te sert à préparer une finale, ou est-ce que c'est vraiment juste un match pour pouvoir reposer tes cadres et bam, t'as gagné, à la 50e tout le monde sort et on joue parce qu'il reste 30 minutes et on verra ce qui se passe. Moi j'ai tendance à me dire,
Et j'ai jamais joué de demi-finale de Coupe du Monde et encore Pas moins encore, de pas encore. T'as encore l'âge, t'as encore l'âge finale dans la pour foulée. 2027. Et je me dis des fois aussi que ça peut être aussi un bien de passer cette finale, cette demi facilement pour un mal parce que ils auront pas été dans un match. Tu vois, j'ai pas l'impression qu'ils aient joué une demi-finale de Coupe du Monde ce soir. Et Non, mais justement, est-ce que vraiment c'est juste très bien pour eux, très bénéfique de s'être reposé, d'avoir gagné facilement? Peut-être, mais je pense que quand tu es dans la position des Néo-Zélandais, avec l'expérience que tu as, en tout cas à 12 postes sur 15, tu as quelques jeunes qui se sont fait leur place, mais quand tu as des Whitelock, tout ça, je pense que eux qui est 40-6 ou 19-18 à demi-finale, ça reste une demi-finale et ça restera, tu vois, ça restera une finale à préparer dès demain. Oui, dès maintenant, ils sont en mode finale dans les vestiaires. Et ça va être les premiers, s'ils voient un jeune un peu sourire ou un peu se relâcher, ils vont dire. Il nous reste 80 minutes voire plus, donc c'est pas maintenant que tu vas te relâcher. Je fais confiance aux patrons néo-zélandais, tu vois, pour bien remettre tout le monde, pour aussi rappeler qu'il y a 4 ans en demi-finale ils n'avaient pas existé, qu'ils avaient passé 80 minutes à reculer face aux Anglais, que c'est pas, oui c'est l'Argentine, il y a peut-être le hasard du tirage qui est bénéfique, mais ils se le sont gagnés parce qu'ils ont gagné l'Irlande en quart, donc il y a rien à dire sur le coup, mais tu vois leur dire oui ceux qui sont arrivés il y a 3 ans vous avez de la chance, vous avez vécu de moment très dur avec le maillot néo-zélandais sur les épaules, donc vous méritez presque ce qui vous arrive. Mais attention, oui, le match on l'a gagné, c'est bien, on a fait le boulot, mais c'était quand même une demi-finale et il ne faut pas se relâcher, je pense. Je pense que tu es d'accord avec moi, Quentin, je te vois. Quentin, Clément, pardon. Je te vois faire signe un oui de la tête, mais tu es d'accord avec moi? Je pense que l'expérience néo-zélandaise, quand même. Ouais, évidemment. En fait, pour moi, leur demi-finale, c'était l'Irlande. Et que c'était tellement énorme et intense qu'il fallait qu'ils reposent leur mec. C'est pour ça qu'on a vu Aaron Smith sortir, Whitelock sortir. Voilà, c'était primordial, je pense, pour eux. Et après, juste une stat, depuis 2011, les Blacks, ils n'ont perdu une seule fois en phase finale. C'était contre l'Angleterre. Ah ouais, ça remonte là. Voilà, depuis 2011, une seule fois. Ah ben on peut repousser aussi et dire qu'ils ont perdu qu'une fois en quart de finale. Hein. C'était en 2007 contre la France, sinon ils sont toujours allés au moins en demi. Ils n'avaient jamais perdu un pool, on les a battus. Voilà, exactement. Ce sera marqué, palmarès de la France a battu le... On sait pas, il reste un match, mais possiblement battu le champion du monde, le futur champion. C'est dramatique, malheureusement. C'est dramatique, ça m'énerve d'entendre, et c'est la vérité, que la demi-finale des Blacks c'était l'Irlande. Parce qu'elle s'est jouée en quart et que pour cette Coupe du Monde, c'est horrible de voir malheureusement. J'ai rien contre les Pumas, je suis très content qu'ils étaient là. Mais c'est pas possible qu'une demi-finale de Coupe du Monde se joue devant un stade avec une ambiance insipide. On entendait le speaker, on entendait les joueurs parler. Il y avait Peña Bayona à 3 minutes de la fin. Peña Bayona, c'était le moment le plus ambiance, c'était la Peña Bayona à la 77e minute de jeu. Et ça me fait vraiment mal au cœur pour le rugby, pour l'engouement qu'il y avait autour de cette Coupe du Monde, qu'il y avait depuis des semaines et des mois en France, quoi. Non mais c'est surtout que sur ce côté-là, je te rejoins et tu peux pas dire oui mais parce que la France a perdu, parce qu'en soi cette demi-finale elle aurait quand même existé. Même si la France était qualifiée contre l'Afrique du Sud, elle jouerait ce samedi soir contre l'Angleterre, donc l'Argentine-Nouvelle-Zélande aurait quand même existé. Et t'as pas l'impression que ça aurait changé beaucoup de choses. Là, le vrai souci, c'est quand t'as vu, encore plus, on en parlait déjà avant la Coupe du Monde, mais quand t'as vu les 2 quarts de finale qui étaient France Box et All Black Irlande, t'as juste envie de les voir ce week-end en demi-finale. C'est des demi-finales de Coupe du Monde, c'était pas d'écart. Et donc ça me donne encore plus de rage de ce tirage au sort d'il y a 3 ans. On va pas y revenir, voilà. Mais c'est vraiment, je trouve ça dommage pour l'image du rugby et pour cette compétition-là. Ouais, et même sans revenir sur la défaite de la France en elle-même, tu vois. C'est surtout qu'on aurait aimé France-Afrique du Sud. Enfin, des matchs de cette intensité en tout cas, où tu te dis, Irlande-Nouvelle-Zélande, même nous, tu perdais ton souffle toi-même. Mais tu voyais 30 phases sur la dernière action, 30 phases pour commencer le match. C'était vraiment fou. Et c'est vrai que je rejoins Clément à me dire que oui, la demi-finale des Néo-Zélandais, autant mentalement que physiquement, c'était contre l'Irlande. Et comme on a tendance à croire que la demi-finale des Sud-Africains, que la demi-finale des Sud-Africains et des Français, c'était le match du week-end dernier, et que les Anglais, supposément plus faibles, on le souhaite pas, mais oui, c'est vrai que pour le rugby, c'est une très mauvaise pub. Il faut aussi le dire. Je pense que cette Coupe du Monde en France, le match de ce soir, sans se mentir, dans combien de temps on l'a oublié? C'était un match de poule qu'on a vu ce soir. Dans combien de temps on l'a oublié? Non mais sans faire d'ironie, tu vois, dans combien de temps tu l'as oublié ce match? Par contre, quand on va oublier Irlande-Nouvelle-Zélande, alors là, je vous laisse me dire quand on va l'oublier ou quand on va arrêter de faire des petites références sur ça. Ça me donne envie de le regarder en rentrant. Non, mais parce que l'action de 5 minutes 15, la dernière action du match, celle-là, elle a marqué les esprits, elle a marqué les passionnés de rugby. Je suis sûr que vous demandez maintenant qui a marqué du côté des Néo-Zélandais demi-heure après le match, pas grand monde saura vous dire les 7 essais par qui ils ont été marqués. Donc c'est vrai que c'est frustrant,
Mais bon, c'est comme ça, c'est le hasard du tirage ou les mauvais côtés du tirage parce que le rugby veut modifier les choses. Pour ceux qui ne le savent pas, Ce sera le cas. ils ont vite compris. Ce sera le cas pour 2027. Ouais, voilà, ce sera un an avant. Voilà, un an avant, donc ça change beaucoup de choses. Je vous laisse faire le classement World Rugby un an avant, mais bon, la France aurait été tête de série. Alors il y aura toujours des chocs en poule parce qu'à coup de 4, forcément tu te retrouves vite avec des belles affiches. Par exemple, un France-Angleterre en poule aurait été largement possible. Mais il n'y aurait peut-être pas eu Argentine-Nouvelle-Zélande et Angleterre-Afrique du Sud. En tout cas, Argentine-Nouvelle-Zélande, on connaît les résultats. C'est 44-6 et ça n'a pas passionné les foules. Voilà, pour être honnête. Messieurs, on va passer du côté des dots. Ouais. Max, on va commencer par notre des Néo-Zélandais. On va un peu s'arrêter après sur quelques Argentins. Forcément, du côté de la Nouvelle-Zélande, c'est un peu plus haut que du côté de l'Argentine. Il y a deux notes qu'on a peu l'habitude de voir. Il y a quand même Marc Téléa et Jordi Barrett qui sont à 9 sur 10 ce soir. Qui sont les meilleurs de leur équipe. Ethan de Grotte 7 sur 10. Cody Tyler au talon 6,5. Tyrell Lomax 7 sur 10. La deuxième ligne Whitelock 7 sur 10. Barrett 6,5 sur 10. Freisel et Kane en troisième ligne 7 et 7. Savea le numéro 8 7,5. La charnière Aaron Smith 8,5 et Mounga 8. Au centre, donc j'ai dit Barrett qui avait 9, Ioane 7, Will Jordan 8,5 et Boden Barrett 7. Donc il n'y a rien en dessous de, si je ne me trompe pas, 6,5 pour Taylor et Scott Barrett et ça va jusqu'à 9. Ouais. Et on peut imaginer en plus que sur une petite bêtise, Scott Barrett, c'est enlevé un point minimum sur une petite étourdurée où il a un coup de malice qui n'est pas passé au final. Il a tapé dans le ballon alors qu'il était au sol. Forcément, un carton jaune plus que logique. On va s'arrêter d'abord sur Jordi Barrett, qui a eu 9 sur 10, messieurs, avec toi Clément. Parce que Jordi Barrett, il n'était pas là lors du match d'ouverture. On l'avait vu, nous, rappelle-toi Max, avant Nouvelle-Zélande-Namibie, à l'entraînement du capitaine à Toulouse, il boitait. On s'était tous dit, en fait, ils font du bluff, il ne jouera pas une minute de cette Coupe du Monde. Bon, il est revenu contre l'Italie, on a vite compris ce que ça valait. C'est le joueur, j'ai l'impression, qui a changé le visage, qui a grandement participé à changer le visage de cette équipe de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire leur 12, leur poutre, qui prend tous les mauvais ballons, qui les bonifie tous et qui fait la différence autant en défense qu'en attaque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En défense, il a été assez énorme. Défense, 18 plaquages. Voilà, 18 plaquages pour un centre, c'est un bilan de troisième ligne en fait, qui nous a fait ce brave Jordi. Opta Quentin, qui est dans la rédaction, il était à 11 plaquages à la demi-heure de jeu. Voilà, c'est un bon rythme quand même. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment le catalyseur de cette ligne de 3 quarts. On sait que Boden Barrett a un profil un peu plus aérien, plus offensif, bien moins défenseur. Mais voilà, c'est lui, pour moi, avec lui et Aaron Smith, c'est eux deux qui régulent la ligne d'attaque néo-zélandais, c'est eux qui font la pluie et le beau temps. Il a un QI rugby assez énorme. Je pense que c'est l'un des centres que toutes les équipes au monde rêveraient d'avoir. Parce qu'on dirait pas c'est pas un profil à la Danti ou à la Bundiaki. Mais pourtant, il marque vraiment l'adversaire, comme tu l'as dit, que ce soit en défense ou en attaque. Et je trouve que c'est ce qui peut être trompeur en plus. Parce que c'est pas un gros Golgoth, un De Allende ou un Ham. Mais voilà, il fait la pluie et le beau temps. C'est le joueur qu'il leur fallait. Et encore une fois, il est prêt. Au bon moment, il n'était pas là contre la Namibie. Oui, mais il était là contre l'Irlande. Et il est là contre l'Argentine, il sera là pour la finale. Il avait déjà été énorme, on le souhaite en tout cas, il faudrait faire attention. Touche du bois, Jordi, si tu nous écoutes, on te voit déjà en finale. Oui, s'il n'y a pas de blessure, tu vas y être en finale, on n'a pas trop de doute. Mais c'est vrai que c'est sa complémentarité aussi avec Rico Ioane, qui est un peu plus un joueur, plus à passe après contact, fantasque. Oui, il court plus vite que Jordi Barrett. Mais en tout cas, le mauvais boulot, c'est Jordi Barrett qui le fait avant que les autres puissent briller. Tu as parlé de Will Jordan, l'opportuniste. C'est un peu le bon exemple. Jordi Barrett fait le mauvais boulot et les autres brillent, entre guillemets, derrière la ligne. C'est ça, mais comme Téléa, il fait un travail monstrueux. Bon, au final, c'est Jordan qui met les 3 essais, mais lui, il aurait pu en avoir. Il a failli, à la fin, il a failli s'arrêter à mettre de la ligne. Je me rappelle d'une action, je crois que c'est juste avant la pause ou juste après, où il bat 5 défenseurs argentins dans les 22 mètres. Vraiment qu'il est inarrêtable. Déjà contre le 15 de France, il avait été énorme. Il met le premier essai du mondial. C'est une pile électrique, mais qui est très très puissant. Il a la même coupe de cheveux que Lomu. Il a peut-être un peu moins de kilos, mais il est quand même assez gaillard. Et tu vois, contre un Colby ou contre un Johnny May, par exemple, ça peut
C'est vraiment l'un des face-à-face où je me dis, quoi qu'il arrive, la Nouvelle-Zélande aura un avantage. Ah, il a une faculté en plus à aller au bord des racks, à relever les ballons et à être le premier attaquant de son équipe. C'est ton 9e avant ou ton 3e centre. Parce que tu vois, et même un 2e 12, parce que le 13, tu vois, il n'est pas forcément amené à faire ça. Mais c'est vrai que c'est un joueur, on en sourit aussi, on aime ça qu'il joue avec des enfants au bout d'un moment. Parce qu'il se débat. Ouais. Il se débat, puis au final tout le monde tombe sauf lui. Et sans beaucoup de vitesse, sans avoir pris beaucoup de vitesse et tout, il relève le ballon, il est sur 2-3 appuis, il a déjà éliminé son défenseur, il fait jouer autour de lui. Alors peut-être qu'encore une fois, c'était peut-être parce qu'il avait envie d'avoir des ballons, parce que c'était un match un peu plus facile qu'un quart de finale ou qu'une finale de Coupe du Monde. Mais moi, il m'a impressionné Marc Téléa ce soir. Et à chaque fois, tu l'as dit, il jouait avec des enfants, il a toujours mis le premier défenseur sur le cul. Exceptionnel. Ouais, mais c'est surtout une des belles surprises parce que tu vois, la Coupe du Monde, c'est aussi l'occasion de découvrir des joueurs. Barthéléa, c'est pas le joueur le plus connu du squad néo-zélandais. Ceux qui suivent pas le Super Rugby, qui voient pas, parce que voilà, pour ceux qui ne savent pas, il joue aux Blues d'Auckland. Barthéléa, mais c'est vrai que c'est une des belles surprises. Tu l'as dit, il a marqué les 2 premiers essais parce que c'est lui qui met les 2 essais contre la France. Un controversé, mais voilà, il était derrière la ligne, donc ça compte. Mais c'est vrai que c'est une des belles surprises et ça prouve aussi, en quart de finale, il est puni parce qu'il n'a pas un petit écart de conduite dans le groupe. Ah ben ok, chez les Néo-Zélandais c'est comme ça, tu peux être ce que tu veux, tu joues pas, même si c'est l'Irlande et on est voilà où va falloir truc, ben il y est pas. Mais par contre, tu fais partie du 15 de départ, t'es quand même un titulaire indiscutable. Dès que je peux, je te remets et tu me rends l'appareil entre guillemets en faisant le match qu'il a fait. Peut-être de ça, et peut-être tu me le rends l'appareil, peut-être qu'il avait envie de faire aussi un gros match lui, donc. Il l'a fait en tout cas. Alors, pour le coup, il a pris la place de Faïn Ganoku, le futur Toulonnais, qui lui aussi n'est pas moins que rien. Qui n'est pas le même style. C'est un deuxième Jordan presque. C'est ça. C'est un pur ailier. Qui est un peu plus puissant. Je ne veux pas réduire Jordan à un mec qui attend le ballon et qui plonge. Voilà, on a vu son 3e essai. Il sait faire des petits coups de pied par-dessus, tout ça. Mais c'est vrai que Téléa, c'est un mec qui peut, dans un match, typiquement contre les Anglais ou les Sud-Africains, où tu passes, ça va un peu plus ferrailler que lors de ce match contre l'Argentine. Ça peut te faire du bien d'avoir un autre mec qui puisse prendre le relais, apporter le ballon, amener un peu d'incertitude aussi parce que... Regardez-moi ce beau visuel. Oui, ce beau visuel, Will Jordan, bien sûr. Du match. Mais voilà, l'auteur de ce visuel aussi qui passe à l'écran. Mais c'est un joueur qui peut t'amener de l'incertitude là où il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Et c'est un avantage considérable dans des matchs qui peuvent être serrés comme peut l'être une finale de Coupe du Monde ou comme pouvait l'être le match contre l'Irlande même s'il n'avait pas joué. Ouais, puis c'est un profil assez unique je trouve dans... Les 4 nations demi-finalistes qui restent au niveau des ailiers. Les Springboks, ils ont 2 bombes, deux fusées, deux petites bombes, on va dire. Qui montent vite sous les transformations. Ouais, c'est ça. Très vite. L'Angleterre, c'est des ailiers, on va dire, entre guillemets, traditionnels. Là, les Argentins, bon, malheureusement, on les a pas trop vus. Beaufils. Oh, on a vu Carreras, c'était dur avec Carreras. Ah, ouais. C'est le meilleur Argentin. Ah, pour moi, c'est Kremer. Mais... Non, Isa. Il y a match. Kremer ou Isa. Il y a match. Matteo Carreras, c'est le seul qui a réussi à casser les plaquages, justement. Ouais, allez, je te le donne. Et je vous coupe, messieurs, parce qu'on n'oublie pas qu'on a le chat avec nous, quand même. Et il nous parle de la note de Mounga. Alors, je la revérifie, parce qu'apparemment, ça serait 8. Est-ce que c'est bien 8 ? C'est 8 sur 10. Et donc, le chat, il y a Shadowbird qui trouve super imprécis au pied, qui fait beaucoup de mauvaises décisions, même s'il fait aussi beaucoup la différence, ça fait beaucoup de déchets. Il y a Golden Boy qui dit 8 pour Richie Mounga avec un 50% au pied. Je ne sais pas si vous trouvez ça. Comment vous trouvez ça, vous ? C'est dur parce que dans ce match, on ne retient pas les points laissés au pied. Voilà, typiquement, dans un match contre France-Afrique du Sud, on n'oublie pas la transformation manquée de Thomas Ramos. Là, ce soir, Richie Mounga, il pouvait taper directement dans les tribunes une transformation à 44-6. Bon, tu vois, typiquement, je crois que c'est le dernier essai mais sur le triplé de Will Jordan, où la transformation n'est pas 5 mètres à côté. Tu as l'impression que même lui, il s'en fout. Honnêtement, tu as l'impression que celui qui avait parié plus de 45 points marqués par la Nouvelle-Zélande, lui, il l'a vraiment insulté. Et c'est vrai que peut-être que la note est un peu haute parce que dans un match où tu as tant d'écart, tu retiens pas les échecs au pied. Voilà, tu passes 3 semaines à parler de Manilibo quand tu perds de 5 points contre l'Irlande, mais quand tu gagnes de 30 points ou plus de 30 points contre plus de 30 points, même presque 40 contre l'Argentine, tu retiens pas ça alors qu'il faut pas l'oublier parce que comme l'a dit Clément, en plus il a mentionné Clément au début, dans un match où c'est serré comme une finale de Coupe du Monde où tu n'imagines pas qu'il va y avoir 40 à 5 à la 70e, ça peut compter. Après, dans le jeu, il fait son match à côté. Ouais, dans le jeu, je trouve dur. Après, on me dira toujours, c'est un 10 qui joue derrière un pas qui avance, c'est toujours plus facile. Aaron Smith, comme l'a dit aussi Clément, il avait des ballons qui giclaient rapidement, donc il pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Face à une défense en plus, Santiago Chocobares qui a loupé énormément de plaquages. Santiago Carreras, toujours des crimes, mais toujours là, on a du mal à comprendre pourquoi il est encore dans le 15 de départ en numéro 10. Il a joué dans un fauteuil. Sauf face au poteau, il a montré toutes ses carences. Donc, Sur 10, peut-être un peu élevé, surtout qui prive Will Jordan d'un record historique.
J'avais oublié ça. C'est surtout cette action. C'est moi, l'action qui nous a fait lever de la chaise. Ah, on a tous été fous. Oui, là j'avoue que là il a pas fait honneur à son numéro quand même parce qu'à tes demi d'ouverture, ouais. t'es censé avoir un peu la vision du jeu, parce qu'en plus on l'aurait presque même critiqué s'il avait marqué. Ouais. Parce que pas faire la passe quand ton coéquipier il peut marquer l'histoire, tout ça. Alors peut-être qu'ils se détestent, on n'est pas dans les vestiaires néo-zélandais, on n'espère pas. Mais en plus il marque pas. Il faut en avant-après quoi. Donc là, oui. On l'a dit, je sais plus si on l'a déjà dit dans les demi-heures d'émission qu'on vient de faire. Non, parce que Will Jordan, je sais pas si on l'a dit aux gens, ils doivent le savoir. Qui a égalé le record. De 8 essais dans une compétition, de Savea, de Lomu et d'Abana. 8 essais. Donc il était à 8 essais à cette dernière minute ou avant-dernière minute de jeu. Il y a cette action de voilà, donc il peut devenir le joueur qui a marqué le plus d'essais, c'est-à-dire 9, dans une seule édition. Enfin, moi, tu vois, on parle, Will Jordan, on compare à Penaud. Je suis désolé, si Penaud il est à 8 essais et que tu as Jalibert qui fait ça, je pense qu'on se lève tous. Et c'est pas contre Jalibert, mais je pense qu'on l'insulte. Mais même pas contre lui, pour être content pour Penaud. Est-ce qu'ils savent tous? Est-ce que tu vois? Est-ce qu'ils savent tous? Est-ce que lui mais là, sait sur le moment? Ok, j'ai mon argument, mais même en termes de rugby, il fallait faire la passe puisqu'il a même pas marqué. Non, c'est vrai. Donc là, c'est même pas. Non, mais excuse-moi, tu vois. Et d'ailleurs, je pense qu'il savait parce que si vous regardez le match, Munga il se lève quand l'arbitre s'il fait en avant néo-zélandais, la première chose qu'il fait c'est qu'il s'excuse à Will Jordan complet, il lève la main, désolé. Alors ce qu'il a dit, parce que j'aurais dû te faire la passe pour le rugby, j'aurais dû te faire la passe, ou bon désolé j'avais oublié et j'ai voulu y aller tout seul. Il y aura peut-être une bonne déclat comme ça en conférence de presse ou en zone mixte, on va voir. C'est vrai que j'avais en parlant, j'avais un peu oublié ça, qui est l'action la plus marquante de la demi-finale quasiment. C'est il croque la passe pour le quadruplé de son pote. Quadruplé en demi-finale. Quadruplé en demi-finale Coupe du Monde, record historique. Tu marques pas au final parce que encore une fois, même s'il avait marqué, on peut jamais dire grand chose à quelqu'un qui marque. Puis tu marques pas et tu perds le ballon sur l'action. C'est vrai que 8 sur 10 c'est un peu bien payé. Voilà 4. Mais mettez-lui 2. Allez 4. Allez, mettez-lui 2, on a décidé, on va se modifier. Non, mais après dans le jeu, je l'ai pas trouvé. Enfin, je sais pas, il a pas eu besoin. J'aurais du mal à critiquer Munga. Il est sorti de sa boîte contre l'Irlande quand il le fallait. Ce soir, il a pas eu besoin parce que ses coéquipiers ont fait le boulot tout seul. Il a bien manœuvré. Et d'ailleurs, magnifique passe sur le premier essai de Jordan, c'est lui qui fait la magnifique sautée de 20 mètres. Où Jordan, on peut tous y aller marquer. Non, franchement, dans le jeu, je les trouve durs. Après. Dans ton canapé, forcément, tu retiens aussi ces coups de pied manqués et tu peux pas passer à côté. Ça peut coûter cher plus loin, mais non, Munga 8 sur 10. Bon, allez, 7 peut-être. Allez, 7, oui. Sur le plateau, on lui met 7. Ouais. Mais on respecte ceux qui ont fait les notes. Nos collègues qui étaient à Paris, qui ont eu la chance d'être à Paris pour cette demi-finale. Est-ce que dans le chat, il y a d'autres choses? Il y a votre avis sur les questions saillantes peut-être? Pas sur les notes, on vous a trouvé dur, c'est Christotos qui dit que vous avez été dur avec Carreras. Je sais plus qui a dit que Carreras. Mathéo, c'est toi. Est-ce qu'il parle de Mathéo? Non, mais c'était juste une petite phrase comme ça. Après, voilà. Sanchez en 10, Florian dit Sanchez en 10 a été bien meilleur que Carreras. Donc tu vois, il y a un petit débat déjà dans le chat. Déjà, à partir du moment où Carreras n'est pas un 10 et on le met 10, c'est difficile de l'excuser, quoi. Parce que je sais pas si je peux comparer avec un joueur français, mais Carreras c'est un arrière ailier. Qu'on mettez bien en 10 quoi. C'est vraiment presque ça quoi. C'est un arrière ailier qu'on met en 10 parce qu'il a un bon jeu au pied. Forcément dans un match comme ça alors. Surtout Nicolas Sanchez qui est quand même le seul match qu'il a fait contre le Chili, il a été énorme. Alors oui on me dira que c'est le Chili, ça a été le meilleur argentin. Il a marqué l'histoire, c'est un vrai 10, un vrai buteur. Oui Bofili a pas loupé de coup de pied mais d'habitude il en loupe quelques-uns. C'est compliqué, Michael Cheika se défendra, il a raison, il dira je pense que Sanchez ce soir n'aurait pas changé grand chose. Il y a toujours des petits débats comme ça dans le chat. Et le dernier coup de pied de Sanchez de la pleine touche à la 82e, pas trop. Il n'a pas trouvé la touche. Merci Nicolas, tu nous as tué nos arguments, mais après, oui, Carreras en 10 c'est compliqué à le voir, mais bon, il y a aussi un petit manque à ce poste, je pense en Argentine. Quant à Sanchez qui va partir à la retraite, je vois pas qui peut prendre le relais. On parle de vivier français, mais à ce poste-là en Argentine, Roda Pieta, le petit qui monte à top 14. Ouais, Roda Pieta, un petit malin. Après, le numéro 10 en Argentine, ils en ont un. Mais bon, là, aux États-Unis, faut aller le chercher, quoi. C'est ce qu'on disait en début d'émission, quand Messi est pas là. Quand il n'y a pas de pénalty. C'est ça. C'est pas facile, ça, les pénalty. Mais bon, après, on dira pas, ou des joueurs dopés, pour ceux qui ont bien suivi l'actualité en Argentine. On va s'arrêter là. Messieurs, un petit mot sur Aaron Smith, on parlait des patrons aussi. Ouais. Aaron Smith, c'est lui le vrai patron. Déjà, lui débute, il fait le haka. C'est celui qui commande le haka. Ouais. Déjà, c'est quand même un petit honneur quand tu es néo-zélandais, je pense. Ça prouve aussi son importance dans le groupe. Parce que c'est pas le premier venu qui le fait. 8,5. L'essai qui tue le match à la 42e ou tout début de seconde période. Et quand tu as Aaron Smith qui joue dans un fauteuil, avec Munga à côté, ça fait très très mal.
Non, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on disait il y a un an. Lui aussi, il faisait partie des cibles un peu à abattre. On disait vieillissant, qui savait faire que des passes, etc. etc. Ben voilà, un an plus tard, il met son petit essai, fan de passe, il cavale, pas de loi, merci, au revoir. Il accélère le jeu comme jamais, vision de jeu parfaite. En fait, c'est un joueur de grand match, tout simplement. Peut-être que contre l'Irlande, au plein milieu de l'été, dans une série à Christchurch, il va pas être bon. Et là, demi-finale, Stade de France. Grand joueur voilà. Vraiment. Hein. Grand joueur mais ce qui marque, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Non, il Tu vois, il n'y a pas de petites bêtises, parce que dans un match, t'as toujours, tu vois, puis surtout, c'est les passes. Les passes, ça va vite. T'as rien à retenir de négatif. Sur le match, c'est vraiment. Le mec, il récite son rugby. Il est tout le temps à petit côté, en écarte. Il est tout le temps la tête levée. Tu le vois, il parle. Mon gars, il lui crie dans les oreilles. Et Aaron Smith, tu vois, le patron. Alors oui, c'est son rôle, mais tous les 9 ne le font pas. Il fait que crier sur ses avances, sur les ballons portés, sur tout ça. Et il n'y en a pas un qui branche. C'est grand, t'as le patron derrière, écoute-le et tu vas aller loin dans le mondial et tu vas faire un gros match. Il y a une vidéo qui a tourné d'Aaron Smith qui crie sur Savea, qui râle sur l'arbitre contre l'Irlande. Oui, relève-toi. Relève-toi, il dit relève-toi et Savea, il se relève direct, il n'y a même pas de débat. Mais parce que t'as l'expérience, t'as le charisme pour qu'on t'écoute, parce que Savea c'est quasiment le meilleur néo-zélandais, tu vois, presque, il le fait pas à un mec qui a 2 sélections. Mais il a raison au final. Tu vois, c'est qu'il a toujours raison, Aaron Smith, quand t'es à la 82e minute. On va pas parler de l'arbitrage encore, mais tu vois, on a vu beaucoup de joueurs français gueuler sur l'arbitrage. Bah lui, non, de toute manière, ça changera pas. Donc replace-toi et on en parlera après quand on aura gagné le match. Et puis il a tellement de bouteilles aussi il a encore récupéré un avantage aujourd'hui en s'en mêlant les pieds dans un Argentin qui traînait là, etc. C'est vraiment pour moi, c'est le 9. J'y trouve très très peu de défauts. Et évidemment, tu as l'impression que tous les secteurs du jeu, que ce soit du leadership que d'avoir un demi de mêlée, la technique de passe évidemment, la vision du jeu, le petit vice, je trouve qu'il est excellent dans tous ces domaines-là. Et dans des matchs comme ça, tu vois que lui, il rayonne, quoi. Donc c'est exceptionnel d'avoir joué dans des grands moments, des grands joueurs comme ça. Tu te régales, il y a juste à profiter, quoi. Comme dirait Christophe Furios, il est de la race des champions. Et là, aujourd'hui, il l'a bien montré quand même. Ouais, et puis c'est un joueur aussi avec sa qualité de jeu au pied. Dans un match serré, peut te faire basculer le match avec un petit coup de pied par-dessus ou des coups de pied de pression parce qu'ils sont toujours bien tapés. Vraiment, faites-y attention en finale, on souhaite pour les Néo-Zélandais, les coups de pied sont toujours dans les 5-10 mètres, c'est-à-dire l'ailier, il a qu'un côté. Ça veut dire que c'est hyper plus facile que de défendre, c'est-à-dire si par à gauche, il est en touche, ou à droite, tu fais 2 mètres, t'es en touche, donc du coup, tu es obligé de partir à un côté, et forcément, ça facilite énormément la défense. Et du coup, c'est des petits détails que tu vois pas forcément en direct, tu vois plus les percées, tout ça. Mais lui, les coups de pied, c'est toujours carré. Et voilà, on le voit, la tête levée. Surtout, les jeunes qui nous regardent, qui jouent demi-mêlée, la tête levée. Et regardez ses passes. Et regardez ses passes. Voilà. Tout jeune demi-mêlée qui nous regarde, regardez les passes. Voilà, alors, on dit pas à tout le monde que vous serez au niveau d'Aaron Smith, mais on vous le souhaite en tout cas. Il faut bosser. On le souhaite pour le rugby français. On le souhaite. Bon, on n'est pas le poste où on est le plus mal loti. On n'est pas appelé à ce poste, Clément. Alain Smith. Il y aura des Alain Smith plus tard, ou des Alan Smith. Voilà. Non mais voilà, Aaron Smith, qui sera lui aussi. Alors lui, il n'était pas là en 2011, il est arrivé juste après, mais qui jouera sa 2e finale de Coupe du Monde, encore une fois, sauf blessure, mais on n'espère pas pour les All Blacks, qui jouera sa 2e finale de Coupe du Monde. C'est pas rien, il y a beaucoup de légendes quand même du côté néo-zélandais, et beaucoup de joueurs dont on se rappelle dans plusieurs années. Un petit mot, messieurs, alors il va y avoir un petit. Qui vous retenez du côté de l'Argentine? On va parler de Matteo Carreras, vous avez cité 2 autres. Le plus qu'on retient, Kremer ou Issa du côté de l'Argentine? Kremer plutôt, moi je dirais sur la durée, sur le match entier, Kremer. J'aurais dit Carreras, mais tu l'as évoqué, donc Kremer. Parce que Kremer, c'est aussi un match où il brille forcément plus que Issa. Parce que dans un match où tu as beaucoup à défendre, voilà, Kremer, je l'ai noté, c'est 19 plaquages, il me semble. Alors, sauf si ça a été mis à jour depuis sur World Rugby, mais regarder ça, juste avant cette émission, c'est 19 plaquages. 6,5, c'est une bonne note du côté des Argentins. Mais c'est vrai que c'est un des seuls qu'on a vu gagner les impacts. Et dans un match comme ça, il brille aussi parce que c'est un rude, il est féroce, voilà, l'impact, tout ça, il rechigne pas la tâche. Donc forcément, les stats, ça gonfle. Ouais, puis chaque fois qu'il avait le ballon, il a quand même avancé. Ouais. Pas de faute grossière, alors qu'on sait que malheureusement, c'est ce qui pèse un peu sur lui. Donc ouais, il a essayé d'emmener ses coéquipiers, surtout son pack qui a été extrêmement malmené en conquête, en mêlée. Le pauvre Thomas Gallo a essayé de se démener, mais on a cette image de Shannon Frizzell qui marque en marchant, et même en marquant, il met pardonnez-moi l'expression, il met un cul au 10 Carreras. Je dis, la soirée va être longue, mais non, lui, il a vraiment été
Elle était au très très haut niveau. Isa, pareil. Voilà, c'est des joueurs qu'on attendait. Peut-être niveau déception, un garçon comme Lavanini, qui était assez transparent, je trouvais, en deuxième ligne. Ouais, qui aurait pu apporter sa puissance. C'est et ça. Après, c'est difficile, mais toute la ligne arrière quasiment, à part Matteo Carreras. Mais c'est que la paire de centres, il me semble, dans le milieu, sur Ubirama, c'est 3 sur 10 aux 2 centres. Ouais. Chocobares, Cinti. Alors Chocobares, ses stats en défense sont catastrophiques. Il faut le dire, et je crois qu'il fait 2 plaquages, 3 manqués ou un truc comme ça. Enfin, il loupe 3 plaquages minimum. Chocobares, il a un loop 5, il en réussit 3. Voilà, bon. Non mais voilà, louper 5 plaquages quand t'es numéro 12 en... Voilà, je pense, et Malia, il en loupe 4, il en réussit 3. Voilà, Chocobares, voilà un des joueurs qui va faire des cauchemars de Martelia, je pense. Ah oui, là. Voilà, sur les 14 défenseurs battus, je pense qu'il y a quelques fois Chocobares. Et c'est vrai que la ligne arrière, c'est le plus décevant dans un match comme ça, parce que eux, contrairement aux All Blacks, ont eu un pack qui a reculé. Du coup, c'est compliqué et on les a vus au début du match. Ils ont fait un bon début de match. Voilà, ils avaient le ballon, ils jouaient un peu. Tu sentais que ça faisait des courses, forcément, mais il n'y avait personne qui avançait. Il n'y a pas de créativité. C'est-à-dire, on joue jusqu'à la bêtise, à perdre le ballon et à prendre un contre. Individuellement, on ne pouvait pas gagner nos duels. Donc, il n'y a pas de facteur X. Exactement. Et pas de facteur X, ils étaient tous devant. Et à part Carreras à l'aile, qui a quand même fait son match, j'ai regardé, il a quand même battu 8 défenseurs. Non, mais il fait son match. J'étais médisant. C'est le deuxième meilleur total de la journée à part Téléa. Bon, il a 72 mètres par avec ballon. C'est le meilleur joueur. Pour moi, c'est le meilleur Argentin de la soirée. Carreras, c'est un des seuls qui peut être dans le vestiaire et se dire moi, je suis désolé, j'ai fait mon match. On sentait que les Argentins, en attaque placée, ils pouvaient jouer pendant des heures. Ils n'allaient jamais franchir le rideau Néo-Z. Ils allaient reculer et prendre un essai en contre. Le scénario il était écrit à chaque fois. Donc, mais c'est ça qui est dommage avec ce score-là, c'est que moi j'ai pas envie de me dire non plus ce soir, je sors pas en me disant les Pumas se sont fait rouler dessus, ils étaient inexistants, ils ont été catastrophiques, ils étaient là par hasard en demi-finale de Coupe du Monde. Non, ils ont quand même fait un match, je trouve, dans l'intensité de l'agressivité positive. Clément l'a dit, ils sont pas tombés dans des fautes comme on a pu connaître auparavant. Derrière, ça a essayé de jouer, mais c'était juste moins fort, quoi. Et à la fin, quand tu es moins fort contre les Blacks, qui en plus, eux, sont à un niveau exceptionnel, ça fait 44-6. Mais ils n'ont pas été... je trouve pas qu'ils étaient ridicules, quand même, les Pumas, ce soir. On en revient toujours, c'est juste une équipe, c'est peut-être hyper méchant ce que je veux dire, qui n'est pas à sa place. Parce que tu fais ton match, tu en prends 45, c'est que tu n'es pas à ta place. Oui, enfin, je me dis, si tu sors, tu dis, bon, il y a quand même quelques joueurs qui ont fait leur match. En termes d'intensité, les gars, on n'a pas été mauvais. Tu regardes le score, il y a 44-6, tu te dis, alors oui, ce match, on l'a fait contre le Pays de Galles, on est passé. Bon là, on l'a fait, bon mais 44-6, du coup, c'est aussi frustrant quand tu es passionné de rugby de te dire, c'est juste une équipe pour nous, c'est sûr. qui était peut-être pas à sa place. Oui, ils ont mérité d'être là, je dis pas, peut-être qu'il y a des supporters argentins qui vont me détester, mais tu te dis, c'est juste une équipe de quart de finale de Coupe du Monde où c'est au-dessus du tiers 3, largement dessus, même du tiers 2, tu vois, ça gagne des matchs faciles contre les autres équipes, le Japon par exemple, tout ça. Mais la marche, elle est beaucoup trop haute sur les 4 autres. Même contre l'Angleterre, on l'a vu, à 14, la marche a été beaucoup trop haute. Donc, tu as 5-6 équipes qui sont largement au-dessus de toi. Ça, on le savait, mais tu sors quand même, je trouve, de ta Coupe du Monde en l'ayant commencé de manière piteuse contre l'Angleterre. Tu sors tête haute quand même cette Coupe du Monde-là. Tu te fais taper par les Blacks, certes de 38 points, mais il n'y a pas non plus... Tu pars de là en te disant, les gars, on n'aurait pas pu faire mieux à cette Coupe du Monde de toute façon. Donc, on a fait ce qu'on a pu, quoi. Ouais, ils vont repartir du coup les Argentins comme on les connaît, s'accrocher pendant le Rugby Championship, à faire 2-3 exploits, 2 mauvais matchs. Et dans 4 ans, attention, parce que dans 4 ans, attention, ce sera toujours pareil en Australie. Même si le tirage, on l'a dit, aura changé, donc forcément les cartes seront un peu plus rebattues. Je sais pas si tu regardes le chat, est-ce qu'on passe quelques minutes, parce qu'après il y aura le forum des questions, on se fera 2-3 questions. On parlera après, non, je vois juste Xavier Schaub qui dit Isa et Kremer ont tout donné en première mi-temps pour s'éteindre en deuxième mi-temps, usé, c'est pas totalement faux aussi sur la durée. C'est normal, et même Kremer a fait du plaquage, mais tu voyais que c'était moins impactant parce qu'il plaquait. Mais tu voyais qu'il ne pouvait pas se permettre de faire reculer. C'était pas des plaquages offensifs. Ouais. Il a fait des stats, mais c'est vrai que c'est toujours un peu aux stats on leur fait dire ce qu'on veut, mais bon. Et puis psychologiquement, c'est difficile. Voilà. Certes, t'es en demi-finale, mais quand tu prends des vagues noires comme ça, tu te dis quand est-ce que ça va se finir ? Quand est-ce que je vais rentrer à Clermont, dans la plus belle ville de France ? Ah oui. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur cadeau, mais bon, si tu le dis, Clément, tu as plus d'expérience que moi en parlant de Clermont. Donc, regarde, Max a un joli pull jaune, il rend hommage à la victoire de l'ASM en match amical contre le Loup. Parce qu'il y avait il y avait le top 14, non, il y a des matchs amicaux. Non, c'est la semaine prochaine. Il y a des matchs amicaux, bien sûr. On va aussi gagner, je crois. La semaine prochaine, il reste qu'une semaine avant le retour du top 14. Ouais. Oui. On a oublié son existence presque, mais bon, il va falloir vite tourner la page. Donc maintenant, on en est presque à attendre le retour du top 14.
Quelques mots, messieurs, sur Angleterre-Afrique du Sud, la deuxième demi-finale qui nous attend demain. Qui rejoindra la Nouvelle-Zélande? Qui rejoindra l'Argentine en plus pour la petite finale aussi? Parce que vendredi prochain, les Argentins, ils n'ont pas fini. Ceux qui ne sont pas souhaités de l'Argentine et qui n'ont pas noté. Dans une semaine, il y a la petite finale, il y a une troisième place à aller chercher avec les Argentins. Même physionomie, on a un peu parlé, on s'attend à un même match, peut-être un peu moins large. Ouais, vous souriez, je sais, il faut bien la vendre, mais... Moi, je souris parce que je veux l'Angleterre. On me dit attention, qu'est-ce qu'il a dit ce monsieur sur les pronos Riviera, il va vous le dire. Moi je souris parce que je veux l'Angleterre, ça fait un mois que je dis l'Angleterre. Je crois qu'on en avait déjà parlé, il me semble, dans une première partie. C'était pour Argentine-Angleterre d'ailleurs, je crois. Oui. Pareil, on a fait des 1v1 sur les réseaux sociaux. Moi je vois l'Angleterre, je le vois gros comme une maison qui va nous faire une France 2011. Ça fait un mois que je le dis. Et là, ils ont mis une équipe avec Freddie Stewart en 15 qui est tout sauf un joueur frisson. Donc, leur plan de jeu, ça va être 300 chandelles sur les RNC et Colby. Moi, il suffit que ça pleuve en plus. Enfin, moi, je les vois gagner 19-18. Justement, tu trouves que c'est le bon jeu, mais évidemment, les chandelles face à l'Afrique du Sud? Parce que je veux bien que ça marche contre l'Argentine et le Japon. Est-ce qu'ils ont notre jeu de toute façon? Ah, mais non, mais voilà. Mais je te dis pas qu'ils ont notre jeu. Tu me dis, ils vont jouer petit bras, ils vont envoyer que des quilles et puis ils vont regarder ce qu'il y a dessous. Bien sûr, kick and rush comme à l'ancienne. Non, mais pour le coup, ils ont vraiment un pack qui je pense peut rivaliser, poser des problèmes, même s'ils ont titularisé Marler et Dan Cole qui ont 102 et 104 ans. Mine de rien, c'est un choix. C'est un choix et ça veut dire qu'ils ont regardé le match de l'équipe de France où l'équipe de France a fait 50 premières minutes. Assez immense, mais qui à la fin s'est pour moi écroulé, même si on pourra parler au kiff, tout ça. Le fait est que la France s'est écroulée. Et au final, sur le banc, ils ont mis Genge et Sinclair, qui sont deux piliers mobiles, dynamiques, plus jeunes, plus puissants aussi, je pense. Puis voilà, ils ont des Lowe, des Ben Earl, Farrell qui va, je pense, dicter sa loi, Curry évidemment, Chesum qui fait un mondial de fou alors qu'il y a 4 ans, il était en D2, du côté de Nottingham par exemple. Mais non, pour moi, l'Angleterre, c'est vraiment l'équipe par excellence qui peut embêter ces Springboks, qui, il ne faut pas oublier, pour le coup, eux, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir se reposer comme la Nouvelle-Zélande d'aujourd'hui, parce que, mine de rien, contre l'équipe de France, ça a tapé. Et certes, ils n'ont pas de blessés majeurs, visiblement, mais moi, je le vois gros comme une maison. Comme en 2007, en fait, l'Angleterre qui revient en finale au Stade de France, comme en 2007. Eh bien écoutez, retenez bien ce qui vient de se passer lors des dernières minutes. Soit je passe pour un blaireau, soit je passe pour un génie. On saura le ressortir, je sais pas si tu seras sur ce plateau demain, mais si tu as raison, tu pourras... Non mais plus sérieusement, je vois pas 44-6. Ah non, mais je pense que Max est d'accord. C'est pas ce qu'on a dit, mais c'est pas ce qu'on a dit. Mais j'ai du mal à voir les Anglais gagner. Pas 44-6, mais 35-12 quoi. Du coup, 9 points de moins. Non mais parce que sans parler de la composition, tout ça, que je suis d'accord avec ce que tu dis. Il a mis de la jeunesse. Tu vois, Chesum t'en parlait, il l'a mis sur le banc un peu à la surprise générale. Je pense qu'il veut un peu de jeunesse à la fin. Mais tu gagnes contre l'Argentine, on a vu ce que ça a donné l'Argentine. Au final, bon, tu gagnes à 14, oui, c'est bien, mais c'était pas non plus énorme. Et le quart de finale contre les Fidji, tu gagnes de 14 points, tu arrives à te faire rejoindre pour finir à 24 partout à la 70e. Et de relâcher quoi? Non mais ils s'y voient. Ils se préparent à affronter. C'est que vraiment, moi je veux bien qu'on me dise les Anglais, ils savent toujours pourrir les matchs, ils savent toujours chambrer, ils savent toujours tout ça. Moi je l'entends. Mais sur le terrain, les Box le font mieux maintenant en plus. Non mais voilà, ils le font mieux. C'est vrai. Et puis si on regarde sur le terrain, en soi, oui, je veux bien que les Anglais ils aient chambré. Bon, en soi, sur le terrain, il n'y a pas eu beaucoup de matchs références quoi, depuis le début de la Coupe du Monde, qu'on le veuille ou non. Ils sont toujours inconstants, ils ont toujours 20 minutes où ils disparaissent, comme quand ils l'ont fait contre les Fidji. La première mi-temps contre le Japon, c'est la pire mi-temps de la Coupe du Monde. C'est vrai. Non mais voilà, j'ai peu d'espoir à ce niveau-là. Je veux pas être fataliste direct et dire non mais il n'y a pas photo, tout ça. Il y a 4 ans, c'était l'inverse. Tout le monde voyait l'Angleterre gagner la finale parce qu'ils avaient gagné la Nouvelle-Zélande. Le même match qu'il y a 4 ans. Oui, mais il y a 4 ans, c'était pas du tout pareil. Il y a 4 ans, avant le match, non. Voilà, t'avais les Sud-Africains qui avaient galéré contre le Pays de Galles en demi, et d'un côté et de l'autre côté, les Anglais qui avaient écrasé la Nouvelle-Zélande, double champion du monde en titre à l'époque. Tout le monde voyait les Anglais gagner. Et les Sud-Africains avaient presque écrasé les Anglais, ils avaient mis 30 points en finale. Mais je pense que moi, je vois le même match demain, c'est-à-dire large victoire des Sud-Africains avec un contexte différent. Donc je sais pas si tu es d'accord, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui, non, moi mais je vois pas 40 points, bien sûr, je vois pas les Anglais prendre 40 points. Les Box ils sont trop forts. Là, les Box qui vont jouer demain, ils sont trop forts pour les Anglais. Il y a pas de. Moi, je visualise pas du tout la surprise, quoi. Franchement, ils sont dans tous les domaines, ils sont meilleurs. Alors, il y a un truc qui peut changer, c'est que face à la France, ils ont pas eu le ballon, les Sud-Africains. Ils ont eu le match qu'ils voulaient. Ils ont laissé le ballon aux Français. Demain, c'est de la dépossession que font les Anglais, comme il a dit avec Freddie Stewart, tout ça.
il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui prenne le ballon au milieu du terrain. Ils vont pas pouvoir se regarder pendant 4 minutes en train d'envoyer des changements. Non mais ça peut changer. Rappelle-toi en novembre, ils n'ont pas le ballon non plus. Enfin, ils ont le ballon contre nous et on joue la dépossession. On était à notre summum de la dépossession et tout ça. Et tu sors du match, ils peuvent le gagner. Ouais, et ils te mettent 30 points, t'en mets 30 aussi. Pas à l'époque où la France était imbattable. Ça tout tournait pour nous. Là, ils ont battu la seule équipe, l'équipe de France. Pour qui tout tournait en sa faveur jusqu'à présent. Et pour moi, ils vont affronter une équipe d'Angleterre qui, même si Clément, avec son laïus, m'a presque fait croire que c'était l'Angleterre de 2003. Mais je peux entendre ces arguments. L'Angleterre de 2007, qui, rappelle-toi, fait une Coupe du Monde ignoble, mais qui se qualifie pour la finale. Ne rappelle pas contre qui en demi-finale, s'il te plaît. Non, pour moi, pas match. Pour moi, pas 44-6, mais je te dis, on enlève 5 ou 6 points d'un côté, on les rajoute de l'autre, et ça finit à 37-14, quoi. Ah oui. Oula, c'est dur. Non, mais... Faut pas laisser passer ça. si, clairement. Parce que oui, l'Afrique du Sud impressionne. C'est filmé. Oui, l'Afrique du Sud impressionne, mais les 50 premières minutes, s'il y a 21-0 France... Pour moi, c'est normal. Pour moi, la France leur donne 3 essais. Non, mais ça, oui. Il y a des failles claires et nettes dans cette composition sud-africaine. Les Français l'ont très bien exploité. Je pense que Steve Borswick a des yeux, a les mêmes yeux que nous, et a vu aussi quelle faille il y avait. Donc non, moi je les vois. je vois l'Angleterre sauver l'hémisphère nord, et aussi sauver Clive Woodward, l'ancien sélectionneur anglais, qui avait dit avant l'écart, il y aura 4 équipes européennes en demi. Presque. Je vous laisse faire le calcul. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup ce soir sur le terrain quand même. Ouais. Désolé. Des questions, Max? Non, mais il n'y en a pas encore. On va demander au chat. On leur a pas demandé, mais s'ils ont des questions, c'est pour maintenant. Je regarde un petit peu le temps que si certains veulent envoyer leurs questions, ils n'hésitent pas. Non, malheureusement pour nous, ça parle encore un peu d'arbitrage de France-Afrique du Sud dans le chat. On va pas y revenir nous. Clément, il tend des perches. Il revient sur le France-Afrique du Sud. Non, parce que bon, je pense que vous êtes au courant, mais demain, Monsieur l'arbitre, c'est Ben O'Keefe. On joue pas nous deux. Alors, on joue pas. Par contre, Ben O'Keefe, il rejoue. Oui. Ben O'Keefe, il rejoue. Avec Mathieu Rénal sur la touche. Avec Mathieu Rénal sur la touche. Il y aura un Français en demi-finale. Mais c'est vrai que voilà, ça peut faire beaucoup parler. Ben O'Keefe, tout ça. On va pas revenir dans le débat, sinon on dort pas. C'est mieux. Non, il n'y a pas de question, tu vois. World Rugby a accepté les 5 erreurs, a accordé qu'il y avait 5 erreurs. Ouais, en fait, ce que tu peux te dire ce soir, je pense que c'est un peu le sentiment global, c'est que si t'es français, mais qu'est-ce que t'as la haine et qu'est-ce que t'as la rage quand tu vois ces demi-finales catastrophiques où il y a 44-6. T'es chez toi, tu te fais taper en quart de finale par les Box, t'es obligé de regarder la perfide Albion là, demain. T'avais tout pour y être. Moi j'ai encore la rage, je suis désolé. Voilà, il doit être plus de minuit. Là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le sentiment global. Oui, mais la rage on l'aura tout le temps, on l'aura pendant des mois, c'est normal. Mais pour revenir aux demi-finales, quel que soit le gagnant, est-ce que vous mettrez la Nouvelle-Zélande favorite en finale après ce qu'elle a montré? Ça dépendra forcément du résultat de demain. Il faut voir le match de demain. Voilà, si demain l'Afrique du Sud met 5-4-0 à l'Angleterre. Mais je veux dire, qu'est-ce qui vous ferait dire que ces Néo-Zélandais ont l'impression qu'ils sont devenus un peu, pas imbattables, mais que vraiment la vague elle va très vite quoi. Ouais, moi j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à m'enlever de la tête que les Bleus auraient battu cette équipe et j'ai pas envie de dire facilement, mais on a tellement un ascendant psychologique sur eux et j'arrive pas à m'enlever ça de la tête, donc je peux pas les mettre ultra favoris d'une finale où je pense qu'ils ne l'auraient pas été contre les Bleus. Donc non, et en plus les Box les ont battus il n'y a pas si longtemps, et les Box m'ont quand même, malgré tout, malgré cet arbitrage, malgré tout ça, moi ils m'ont quand même impressionné. Ils doivent être menés, il a dit Clément, ils doivent être menés de 21-0, 21-0 à la 25e, mais ils ne le sont pas du tout, ils ont mis 3 essais aussi, ils sont réalistes, ils sont cliniques, ils sont des miettes. On en parlait d'expérience. T'en veux de l'expérience chez les Box? Ils avaient 80 sélections de moyenne la dernière fois contre les Bleus. Derrière, il n'y a que des pieds électriques. On s'amuse à penser tout le temps que les Box, c'est je prends le ballon, je te rends dedans. Il y a des mecs qui font 20 crochets en 2 cm. Moi, je ne les vois pas si favoris que ça, les Blacks, si c'est les Box. Mais c'est ce qu'on dit, c'est un peu la Coupe du Monde de l'expérience et malheureusement pour les Français au final de la dépossession. On en a parlé pendant 3 ans, ils ont arrêté de le faire. Au pire des moments. Où on les a obligés à le faire, à retrouver la possession. Les Sud-Africains, je pense qu'ils ont très bien joué le coup aussi. Mais c'est vrai que
j'ai l'impression que dans l'hémisphère sud, ils n'ont pas la même vision de l'expérience qu'en Europe. En Europe, tu as l'impression qu'un joueur, tu vois, typiquement, regarde l'équipe de France, on se dit la paire de centre en 2027, Ficou, Danti, ils auront 35 et 34 ans. 35 pour Danti, 34 ans pour Ficou. De suite, on veut les remplacer. Ouais, c'est vrai. Il y a 4 ans, est-ce qu'à la sortie de la Coupe du Monde au Japon, les Sud-Africains se sont battus pour remplacer Vermeulen, qui a aujourd'hui, je sais même pas quel âge il a. J'ai l'impression, vu le match qu'il a qui fait. était Non, mais c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. vrai. Est-ce qu'on s'est battu pour remplacer Willy Leroux? Alors oui, il est plus titulaire, mais est-ce qu'on s'est battu pour le remplacer? Il y a plein de joueurs. Tu vois, alors oui, du coup, les Sud-Africains, ils battent toutes les semaines des records de sélection, parce que tu as des mecs qui empilent les sélections, qui sont... Alors oui, c'est une performance d'être toujours aussi performant à cet âge-là, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la même idée. Brody Retallick, Sam Whitelock, excusez-moi, ils ont été inexistants pendant des mois, blessés, tout ça. Alors oui, ils ont peut-être moins de vivier, mais je pense pas que les Néo-Zélandais soient battus pour les remplacer. Non, et puis Tu vois, alors t'as Scott Barrett qui a explosé, mais il fallait un mec à côté. Ils se sont pas battus. Aujourd'hui, ils mixent. Voilà, Retallick était titulaire contre l'écart. Whitelock était en demi. Peut-être que Retallick le sera en finale. Tu vois, ça va switcher. Mais tu vois, il y a une autre vision de l'âge. Et typiquement, en équipe de France, c'est ce qui est en train d'arriver. En équipe d'Angleterre, c'est ce qui va arriver si demain il s'incline, tout ça. C'est que de suite, un mec qui a 35 ans, on met frein, on dit oh pop, ça va être compliqué. Je dis pas qu'ils vont y être, Ficou et Danti, s'il faut, ils auront pris leur retraite, tout ça, je dis pas, je sais pas. Mais il y a peut-être une autre vision de l'âge. Eux, de leur côté, l'âge fait expérience. J'ai l'impression que nous, de notre côté, l'âge fait vieillesse de suite à dire il faut le remplacer. Oui, c'est vrai qu'on se dit déjà ça. Tout le monde parlait. Vas-y, tu veux même interrompre. Non, vas-y. Non, tu vois, tout le monde disait, commence à se dire qui sera là dans 4 ans. On a déjà vu des équipes probables de l'équipe de France en 2027, des choses qui sont. Mais on peut pas savoir encore. Si le meilleur joueur il a 38 ans, il faut qu'il joue. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche de l'âge qu'il a? S'il a 18 ans, bien lui arrêter, il a 20 ans, ben il joue très bien, il n'y a pas besoin d'avoir... Et je vais te dire, et même à l'inverse, c'est que eux, t'as l'impression que les petites bombes qui arrivent, parce que Kanan Moody, on l'a tous déjà vu jouer, Afrique du Sud, le mec qui roule sur tout le monde, il n'est pas titulaire directement. Alors oui, mais il le serait s'il était vraiment indéboulonnable aussi, je pense. Ah, je pense pas. Moi, je pense que c'est des mecs qui forment dans l'antichambre, tu vois. Reiko Ioane, il a passé des mois à disparaître du groupe complet, il avait explosé contre les Lions, tout ça, il y a quelques années. Alors oui, il était moins bon, il a disparu complètement du groupe avant d'être positionné au centre. T'as plein de mecs comme ça, et j'ai l'impression qu'ils ont une autre vision. Kanan Moody, il attend juste son heure. Jesse Krill, il faisait pas une énorme Coupe du Monde, il a été exceptionnel face à la France, donc au final, il a eu raison, Rassi Erasmus. Et t'as l'impression qu'au bout d'un moment, il va décider de faire le... Et Moody passera titulaire indiscutable, mais il aura poli son diamant pendant des semaines dans un vestiaire. Voilà. Au lieu de le lâcher comme ça. Et quand tu vis dans un groupe comme ça, si expérimenté, tu ne peux qu'apprendre de toute façon. Ouais, moi je trouve ça. Et à RNC, c'est exactement pareil. À RNC, il a passé des mois dans l'ombre de Mapimpi. Ben, petit à petit, Mapimpi est passé remplaçant. Il s'est blessé, mais il était plus titulaire dans le 15. À RNC, il a pris sa place, terminé. Mais ils l'ont pas explosé comme ça à dire non, mais c'est bon, t'es titulaire. Après, rappelle-toi, Fabien Galtier, parce que là, on fait des débats. Fabien Galtier n'a pas encore dit Danti ne sera jamais là en 2027, donc je le fais plus jouer, etc. Non, c'est le premier à être arrivé. Je dis pas ça, mais je dis dans l'esprit des gens. Mais je sais, oui, c'est pour ça. Dans l'esprit des personnes. Des gens. Mais tu vois, Galtier, quand il est arrivé, il a dit moi, mon objectif, c'est de caper un maximum tout le monde et qu'ils arrivent avec un vécu commun, un vécu individuel et un vécu commun déjà très fort. Donc là, l'équipe qui a joué là contre les Box, elle a quand même commence à avoir un sacré nombre de sélections alors qu'ils sont pas très vieux. Il voulait que des joueurs à plus de 25 sélections. Rappelez-vous, parce qu'il est parti de zéro. Là, apparemment, alors j'ai lu le middle, tout ça, ils veulent des ceinturions maintenant. Tu vois, des mecs qui arrivent, qui approchent les 100 sélections, qui vraiment enchaînent et qui, du coup, mais pareil, autre exemple, on a vu certains, je vais pas les citer, médias qui ont fait la compo pour 2027, où est passé Olivon. Tu vois, Olivon, 34 ans en 2027, plus personne le voit. Alors que tu vois, tu as des Vermeulen qui en ont 37 ou 38. Non, mais voilà. Et puis, en plus, François Cross, 33 ans, 34 ans. Oh, peut-être qu'il sera plus là. Peut-être. On sait comment ça se passe. Le rugby, dans 4 ans, ça sera certainement encore un sport avec des règles qui auront vraiment évolué. Il y aura peut-être une autre façon de jouer, etc. Mais aujourd'hui, les sommets de la Coupe du Monde, ils font 32-33 minutes dans le jeu effectif. Ça tape très très fort. Mais un mec de 35, 36, 37 ans, il peut taper très très fort sur des durées comme ça. C'est pas du 55 minutes dans le jeu effectif. Il faut courir partout, avoir un cardio de mec de 25 ans. Mais c'est surtout que les Sud-Africains n'ont pas le jeu le plus. Voilà, ils se cachent pas, les mecs. Vermeulen, il a mis des bouchons toute sa carrière, il a pris des impacts toute sa carrière. Et voilà, mais moi je trouve que c'est une petite grosse différence. Je dis pas que ça fait différence après sur le terrain, mais c'est vrai que ce sont des choses que moi je trouve, je comprends pas trop. Mais ça c'est la vision du grand public qui peut-être ne voit pas aussi le vécu d'un groupe au quotidien et tout ça.
Moi, j'ai tendance à croire que sur les 33 qui ont fait la Coupe du Monde là avec l'équipe de France, il y en aura un sacré paquet en 2027. Sacré paquet, c'est sûr. Mais sacré paquet, c'est sûr. Sacré paquet, l'équipe 25, est très jeune. L'équipe est très jeune. Moi, j'ai fait l'article sur Rugbyrama, j'ai calculé l'âge. T'en as beaucoup qui arrivent juste à 30-31 ans en 2027. Je parle pas de Belbiaré qui aura que 24 ans. Après, évidemment, blessure, OVNI, non, mais voilà, il y en aura toujours. fait de jeu, plein de choses. Mais, non, mais après, c'est surtout que ce qu'il faut retenir, c'est que tu as surtout Dupont, Jelon, Aldrit, tout ça, qui auront tous 30-31 ans. Là, ça, dans le chat, là, je me fais gronder. Là. Patron, on se donne là, répond à nos questions. C'est vrai qu'il y a un paquet de questions d'un coup là. Il y a un paquet. Du coup, on dort plus. Non, mais genre, on va en poser une ou deux vite fait. Parce que quand même, tu vas encore plus te faire. On est là avec le chat. Est-ce que c'est Sudaf, RC Best 1, est-ce que les Sudaf sont plus forts qu'en 2019, messieurs? Est-ce que cette expérience, ces 4 ans-là, les ont fait devenir plus forts vu que c'est à peu près la même équipe ou pas loin? Parce qu'ils sont plus vieux et donc moins forts? Non, pour moi c'est égal. Pour moi c'est égal en fait. Ils ont trouvé d'autres forces avec le jeu derrière. Mais ils ont quand même pris 4 ans dans le cornet. Pour moi, ça s'est vu sur les 50 premières minutes contre la France. Ouais. Où pour moi, ils se sont fait transpercer de partout défensivement. Après, ils ont fini la rencontre en boulet de canon, hein. Faut pas l'oublier. Mais donc, plus moi, donc pour moi, c'est égal. Voilà, c'est des maths. C'est des maths. Moi, je dirais qu'ils sont plus forts, moi, je trouve. Non, parce que je dis toujours les parcours, mais en 2019, en soi, tu vois, ils gagnent le Japon en quart. Ils battent le Pays de Galles en demi, tu vois, c'est un parcours. Plus faible parcours, on va pas se mentir, c'est un parcours assez facile quand même. Tu joues le Japon en quart de finale. Alors certes, à domicile le Japon, ils avaient perdu contre la Nouvelle-Zélande, ouais. Oui. Ils jouent le Japon, tu joues le Pays de Galles où en plus ils galèrent, mais ils vraiment galéré où personne les voyait galérer. Ils ont vraiment eu du mal à se défaire des Gallois. Et ils font le match qu'ils font contre l'Angleterre. Je dis pas le contraire. Moi, je trouve le match qu'ils ont gagné contre la France, c'est vraiment un match. C'est même plus de grande équipe, c'est une énorme équipe parce que nous on le voit par le prisme français, on a la déception qui prime, mais je pense que tes supporters sud-africains, ton équipe elle sort ce match dans ce contexte, face à cette équipe, face à ces joueurs à la maison, c'est quand même fou. Honnêtement, alors oui c'était quart de finale, mais le contexte est totalement différent, je sais que je vais me faire crier dessus, mais c'est 2011, t'es à 2 doigts de gagner les All Blacks quoi. Tu vois, c'est gagner la France dans ce contexte après tout ce qu'ils ont fait les Français et tout le talent qu'il y a, c'est énorme. Et c'est pour ça que moi je trouve que là, ils en ont fait une force, ils en ont fait de l'expérience. L'équipe, elle n'a pas changé. Je pense que Dutoit était meilleur qu'en 2019. Je pense que Dalende n'est pas moins fort. Je pense que Arense n'est pas moins fort que Mapimpi. Willem n'est pas moins fort que Willy Leroux, tu vois, typiquement. Si on regarde, Edsebet est encore plus fort, je trouve, moi, typiquement. Oui. Je trouve que sur le papier, l'équipe, elle est plus forte cette année. Et en plus elle risque de le prouver parce que si tu vas en finale t'es champion du monde, ça voudra dire que tu fais France, Angleterre, Nouvelle-Zélande pour lever la coupe. Ça manquer de respect, c'est pas Japon, Pays de Galles, Angleterre. Ouais, ça dégueule comme parcours. Je pense que s'il lève la coupe, personne dira alors oui, on parlera de l'arbitre, on va en parler 5 minutes parce qu'on dira quand même tu bats la France, en France, l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande, t'as quand même le droit de lever la coupe et de prendre une photo avec, je pense. Donc non, je pense honnêtement. Non, mais il m'a convaincu, moi. Perso, il m'a convaincu. Maintenant, j'ai envie de voir All Black Afrique du Sud, encore plus que ce que j'avais envie de voir All Black Afrique du Sud. Et non, ce sera la rose. Ce sera Nouvelle-Zélande, Angleterre. Bah oui. Pour la revanche en demi-finale. Donc allez-y, hein. Je crois que les cotes sont à 6. Je crois la victoire de l'Angleterre. Donc allez-y. Sache qu'on n'oubliera pas. Mais il faut prendre des risques dans la vie, sinon. Mais du coup, t'assumes que c'est prendre un risque ? De dire Angleterre ? Oui, cote à 6, tout le monde me poignarde. Donc, mais bon, demain, si c'est ça, voilà, je serai un génie ultime. Si tu veux juste ça, tu veux juste la gloire en fait. Ah oui, clairement, oui. Oui. Bon, c'est le moment de clôturer, de finir cette émission. Bien sûr. Je pense. Merci à vous deux déjà, voilà, Clément, Max d'avoir été. On se retrouve déjà demain, il faut le dire, à la même heure, après ou pas après s'il y a prolongation, Angleterre, Afrique du Sud demain, troisième mi-temps. On n'a pas parlé, mais la mort subite. La mort subite. On veut qu'Owen Farrell y mette le drop de 45 mètres. Voilà. Clément Labonne en caleçon dans la rédaction. Évidemment, on espère qu'il se rhabillera avant de venir sur le plateau. On fera tout pour qu'il se rhabille en tout cas. Merci à tous dans le chat, merci Baptiste en régie. Merci Quentin et Manon à la rédaction et même merci à Paul Arnoux qui est un habitué, qui m'envoie des messages et qui a mal pris la petite pique à l'Argentine de Léo Messi. Je m'en excuse Paul si je t'ai vexé. Merci à tous, bonne soirée, on se retrouve tous sur rugbyrama-olympique.fr. À demain, ciao ciao.